Chers amis, aujourd'hui on va parler tapis et décoration et je sens que ça ne va pas du tout vous plaire. Les amis, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans la boîte noire. Vous le savez, la plateforme 100% privée et 0% censurée, les amis, pour parler de tous les sujets qui fâchent. Et aujourd'hui, on en tient un sérieux, on en tient un solide, le scandaleux tapis d'Emmanuel Macron. Alors, je vois les plus grognons d'entre vous qui vont dire, mais c'est quoi encore le sujet? On va parler d'un tapis. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Et oui, vous allez voir que c'est l'un des plus gros problèmes, peut-être autour d'Emmanuel Macron. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, les amis, avant de parler de ce mystérieux tapis, il faut rappeler que les Macron ont un goût pour la décoration. Voilà, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en France en 2017, on parle souvent de différentes factures, de différentes volontés du couple Macron de redécorer l'Élysée, aux frais de la princesse bien évidemment, avec des goûts parfois discutables et discutés à juste titre. Alors, il est vrai que pour beaucoup, les grognons, voire les complotistes, voire l'extrême droite, pointent souvent du doigt le saccage de l'Élysée, avec la volonté des Macron d'y mettre un peu de modernité, avec leur goût à eux, des goûts assez bizarres. Petit résumé en vidéo des évolutions dans différentes pièces de l'Élysée pour vous faire une idée de ce qu'est la décoration selon Macron. Et alors, C'est le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il va effectuer ainsi au total 10 ans à l'Élysée. De quoi laisser des traces, comme le montre le livre Le Palais de l'Élysée. Architecture, décor et ameublement, coédition Gourcuff Mobilier National. Chaque chef d'État de la Ve République va laisser sa marque, quelle est celle du couple Macron? Le Figaro propose son analyse en s'appuyant sur cet ouvrage. Pas de politique dans ce livre, ni de ragots sulfureux, mais une analyse passionnante sur la décoration intérieure de ce lieu d'exception qui a accueilli les plus grandes personnalités du monde comme Charles III dernièrement. Si les Chirac, Sarkozy et Hollande ont laissé des traces tantôt légères, discrètes ou indifférentes, Emmanuel et Brigitte Macron ont voulu faire une vitrine de la création et des savoir-faire français. Dans le salon doré s'étendent désormais 2 tapis cinétiques de Vasarely, des sièges Stark et un bureau noir de Thierry Lemaire. Le quotidien souligne qu'une commande faite à Nathalie Junot-Ponsard a permis de transformer le grand escalier Murat en le parent d'un tapis polychrome. Le chef d'État et la première dame ont métamorphosé chaque pièce avec des pièces plus contemporaines et modernes. Un choix qui irrite parfois, puisqu'on leur reproche de trop mélanger les styles dans le palais. Dans un article du Monde datant de 2018, l'influence des Macron était mise en lumière dès leur arrivée au sommet du pouvoir. Le président fraîchement élu avait souhaité changer son bureau, misant sur une pièce de béton signée Francesco Passaniti qui dormait dans les réserves du Mobilier National. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était le bon. Emmanuel adore le béton, confiait alors Brigitte Macron au quotidien. Pour la mère de Sébastien, Laurence et Tiffaine Ozière, il était important de dépoussiérer les lieux, comme elle l'expliquait au Monde. On avait l'impression que l'Élysée était devenue une forteresse qui se protégeait de l'extérieur. On va alléger, épurer. Il faut que la lumière entre. c'est vrai que parfois on a eu des scandales de pognon. Je vais revenir sur quelques factures qui ont fait jaser dans les médias, mais il y a surtout un choix qui aurait dû beaucoup faire parler et qui n'a pas pris la place qu'il aurait dû prendre dans les médias, qui n'a pas scandalisé autant qu'il aurait dû scandaliser. Mais avant d'arriver à ce choix hautement discutable, petit détour sur les Macron, les rois de la déco, les damidos de l'escroquerie politique avec quelques affaires quand même, quelques faits d'armes pour revenir sur leur passion depuis le début, leur passion pour la décoration. Je vous l'ai dit, par exemple, dans Le Monde du 30 novembre 2018, donc Macron est là depuis à peine un an, on nous dit que Brigitte Macron veut dépoussiérer la décoration de l'Élysée. Et c'est vrai que déjà là, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, on aurait dû s'inquiéter sur ce qui allait arriver à l'Élysée. Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas loupé. Ce que je vais vous dire, je prends pêle-mêle quelques affaires qui, d'ailleurs, mises bout à bout, devraient mériter une vidéo entière dans la boîte noire. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs si le sujet vous intéresse, mais
Par exemple, pêle-mêle, le Canard enchaîné du 13 juin 2018 nous avait expliqué que Brigitte Macron était à l'origine d'un changement de la vaisselle de l'Elysée. Et déjà là, il y en avait eu pour 500 000 euros, par exemple. On a RTL.be chez nos amis belges, le 11 janvier 2021, en plein Covid, qui nous dit que rien que pour l'année 2020, le budget de l'Elysée consacré aux fleurs était de 600 000 euros. Voilà, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de tulipes, comme on dit. La dépêche du 23 novembre 2023 qui nous disait que 500 000 euros avaient été investis pour la décoration générale de l'Elysée. Enfin bref, des choix qui interrogent, des choix qui posent de sérieuses questions, même si plus beaucoup de doutes existent sur le rapport entretenu entre les Macron et le pognon public et l'argent public. On se fait plaisir, on y va plein badin. Ça ne nous choque plus, malheureusement, et ce qui est en soi très inquiétant. Mais on va aller vers ce fameux choix de décoration qui aurait dû faire parler et qui, à mon avis, est l'un des plus gros scandales de la Macronie. Ce choix d'un tapis, le fameux tapis dont je voulais vous parler, un tapis réalisé par Claude Lévesque. Alors déjà, il faut parler du bonhomme. Claude Lévesque est un artiste plasticien connu en France, très connu, admiré pour ses œuvres provocantes. Voilà quelques exemples qui s'affichent autour de moi. Alors, elles sont provocantes pas parce qu'elles sont moches. Voilà, non, c'est pas parce que c'est de la merde. Elles sont provocantes parce que certaines posent de sérieuses questions. De prime abord, on se dit, bon, peut-être que c'est tiré par les cheveux si l'on en fait des interprétations scabreuses. Mais en fait, oui, parce que Claude Lévesque je vous l'ai dit, est un artiste de premier plan qui a été adoubé, qui est admiré en France, artiste contemporain, donc admiré par tout ce petit monde de l'art contemporain. Cette œuvre de l'artiste français Claude Lévesque est une installation constituée d'un mot en néon, océan, écrit de manière chaotique, comme si les lettres avaient été secouées. Par un tsunami, par exemple. En fait, Claude Lévesque utilise juste un mot pour faire référence à la catastrophe qui a secoué le Japon récemment. Le néon, ordinairement utilisé pour les enseignes commerciales, est détourné de son usage par l'artiste. Un mot plutôt qu'un tableau, 5 lettres lumineuses pour en dire long sur une tragédie humaine. Bouddha a dit « Il y a plus de larmes versées sur la terre que d'eau dans l'océan ». C'est beau, non ? Sauf que Claude Lévesque est au centre d'un scandale depuis 2021. Il est accusé de viol et agression sexuelle sur mineurs. Je vous diffuse une enquête assez complète qui a été diffusée sur France 3 Bourgogne le 13 mars 2021 pour vous faire une idée de tout ce qu'on lui reproche. À 67 ans, Claude Lévesque est une figure de l'art contemporain français. Installation monumentale, néon, il expose dans les plus grands musées. Né à Nevers, le plasticien a acquis au fil des années une renommée internationale. Mais depuis quelques mois, l'image se fissure. C'est de Genève qu'est partie l'affaire il y a 2 ans. Début 2019, le sculpteur Laurent Follon, nivernais d'origine lui aussi, dépose plainte contre Claude Lévesque pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Les atteintes auraient débuté à la fin des années 1970, le jour de ses 10 ans. Il m'a pris sur ses genoux et il m'a caressé les cuisses, le ventre, directement sur la peau, en passant sa main sous mon t-shirt, en me faisant des petits bisous dans le cou. Et puis je suis rentré avec un profond sentiment de malaise parce que j'avais vraiment perçu qu'il y avait du désir sexuel chez lui. Claude Lévesque est un ami de la famille. Les premiers viols, Laurent Follon les fait remonter à l'âge de 13 ans, lors de vacances chez l'artiste et son compagnon. Je les ai entendus et vus, on dormait tous dans le même lit, dans le même grand lit, avoir des attouchements entre eux, et moi je voulais rester à l'écart de ça. Et puis quand l'évêque m'a touché, au début je cachais mon sexe, et puis au bout d'un moment je me suis laissé faire, quoi. Avec le recul, il décrit des années d'emprise, avec pour seul repère ceux de Claude Lévesque. Que c'était normal, que c'était de l'amour, que c'était beau, mais en même temps, me montrant que c'était quand même anormal, puisque très vite il m'a dit de ne jamais en parler à qui que ce soit. C'est un secret qui a pourri ma vie, quoi. Drogue, dépression, Laurent Follon s'enferme dans le silence. 30 ans pour libérer sa parole, se décider à déposer plainte. Pour lui, il est trop tard, mais il signale à la justice une dizaine d'autres cas.
Je savais dès le départ que mon cas était prescrit et qu'il ne pourrait pas y avoir de procès. Je comptais que la justice et la police enquêtent sur ces autres cas et puis puissent atteindre d'autres victimes ayant subi des crimes qui ne sont pas prescrits, en espérant que ces victimes finissent par porter plainte. Combien d'autres témoignages comme celui de Laurent Follon? Dans la Nièvre, le plasticien n'a fait que de rares apparitions publiques ces 20 dernières années. Quelques événements et vernissages, le plus souvent accompagnés de jeunes garçons. En 2006, alors qu'il expose au parc Saint-Léger de Pouglézeau, c'est d'ailleurs la présence d'un adolescent qui intrigue les équipes du centre d'art. Une de mes collègues a surpris cet ado sur les genoux de Claude Lévesque. Donc c'est vrai qu'on en a parlé en équipe, ça a choqué un peu tout le monde. On en a parlé à notre direction et puis ça s'est arrêté là. Dans l'entourage de Claude Lévesque, certains se posent aussi des questions. Jonathan Lopin a été un ami pendant 15 ans, habitué à le voir accompagner. Oui, il y avait des enfants autour de lui, des jeunes garçons. Qu'est-ce que vous voulez dire quand il n'y a pas de tristesse, quand il y a de l'amour? Ça se voyait qu'il y avait de l'amour. Quand les parents sont OK. Admirateur de son travail, envoûté par le personnage, son aura, jusqu'à une explication avec Claude Lévesque après les révélations de Laurent Follon. Pour Laurent, il a pas nié, plutôt à dire que c'était de l'amour, que c'était une autre époque, qu'il ne comprenait pas que Laurent détruise une belle histoire comme ça en l'accusant de plein de choses, et que pour lui, ce n'était qu'un bon souvenir. Pour Jonathan et sa compagne, toutes les rencontres prennent aujourd'hui un autre sens, notamment ce réveillon où le plasticien était venu en compagnie de l'un des garçons qu'il appelle ses filleuls. On avait aménagé 2 chambres, l'un pour le filleul en question qui avait à peu près 12-13 ans. On présente à ce jeune garçon la chambre qu'on lui destine et Claude Lévesque répond à sa place « Non mais il a peur, il va plutôt venir dormir dans ma chambre ». Du côté de Claude Lévesque et de son avocat, c'est le silence, seul un communiqué pour nous faire savoir leur position et rappeler qu'il est présumé innocent. À la suite d'accusations graves le mettant en cause, Claude Lévesque a déposé 2 plaintes contre X pour diffamation et dénonciation calomnieuse. La propagation publique de rumeurs particulièrement graves a des conséquences irréversibles, telles que le suicide. Face aux accusations, les proches font bloc. Michel Philippard côtoie l'artiste depuis une dizaine d'années. Pour lui, rien d'autre que des relations amicales ou de travail avec les enfants. Chaque fois qu'on a passé des soirées, jamais on a vu le moindre geste malheureux. Rien du tout, aucune parole équivoque, rien. Pour nous, on a été bouleversés par cette accusation. Ça ne correspond pas à l'homme que nous connaissons. Dans cette chapelle dédiée à l'art contemporain, il possède la seule œuvre de Claude Lévesque dans la Nièvre. Et pas question de la décrocher. Le néant chute restera aussi longtemps que mon épouse et moi seront les dépositaires de cet édifice. Claude Lévesque est un grand artiste. Ce n'est pas cette rumeur qui va abattre l'importance de son œuvre. La question du maintien des œuvres se pose bien au-delà des amis. En France, le travail de Claude Lévesque s'est invité sur ce pont d'Issy-les-Moulineaux. À Montreuil, sur ce château d'eau, entre en jeu contrat, droit de l'artiste sur son œuvre et choix politique. Il y a la présomption d'innocence, mais aussi il y a la présomption que les victimes disent la vérité. Nous, il nous a semblé important, pour un temps, de ne pas allumer le soir l'œuvre, l'histoire de se poser un petit peu et de pouvoir réfléchir collectivement. Dernière en date, Montrouge avait commandé ce néon à l'écriture enfantine pour un festival en novembre, avant de le rendre discrètement à son auteur. Sur place, la question divise. Tant qu'il est présumé innocent, l'idée c'est pas de censurer toutes ses œuvres, mais moi je suis pour ne pas cautionner justement les artistes qui, dans leur vie personnelle, peuvent avoir ce genre d'acte. Pour moi, les 2 choses n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est une œuvre d'art et ça reste une œuvre d'art, quel que soit le personnage. Faut-il et peut-on dissocier l'œuvre d'artiste non condamné par la justice ? L'affaire relance le débat après les polémiques autour de Roman Polanski ou Gabriel Matzneff. Pour l'heure, le parquet de Bobigny en charge du dossier n'a pas encore entendu Claude Lévesque.
Laurent Follon, lui, espère que d'autres victimes plus récentes se manifesteront auprès de la justice. Une condition indispensable pour ouvrir la voie à un procès. Le Monde, dans un article du 23 juin 2023, nous explique que ce monsieur a été mis en examen le 31 mars, je cite, pour viol sur mineur de 15 ans, viol sur mineur par personne ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Voilà. 2 frères qui ont été abusés par Claude Lévesque ont porté plainte contre lui pour des faits qui ne sont pas prescrits. Donc le monsieur risque aujourd'hui la prison pour ce crime. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que il y a ce fameux tapis qui est au centre de notre vidéo, un tapis qui s'appelle Soleil Noir et qui est une œuvre de Claude Lévesque qui a été installée à l'Élysée, qui a été installée dans un bureau de l'Élysée. Alors, je vous raconte quelques éléments pour prendre l'ampleur du contexte. Cette œuvre date de 2007, elle a été exécutée par la Manufacture de la Savonnerie, donc qui appartient au célèbre Gobelin à Paris, sur commande, sur ordre de Claude Lévesque, qui était l'artiste commandeur de ce tapis. On est sur un tapis de laine de 3,83 m sur 5,48 m, qui est entré au mobilier national de France avant l'arrivée de Macron au pouvoir. Et depuis 2017, le couple Macron avait décidé de mettre ce tapis en place dans le grand bureau d'angle du premier étage de l'Élysée. D'ailleurs, on a pu le voir lors d'un interview présidentiel d'Emmanuel Macron, on a pu voir ce tapis au sol pour dire à quel point tout ça n'est malheureusement pas complotiste. C'est-à-dire qu'à force, on préférerait que ça le soit, tellement les faits sont graves. Donc, si on résume déjà, le premier niveau de problème, c'est que vous avez Emmanuel Macron ou le couple Macron, qui ont décidé d'installer une œuvre, en l'occurrence un tapis, d'un artiste pédocriminel de manière notoire. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. On va revenir sur ce premier niveau de problème. Mais le deuxième niveau de problème, si l'on est un petit peu taquin et que l'on veut considérer toutes les facettes du problème, c'est que le terme de soleil noir n'est pas non plus anodin. Déjà, on a un artiste notoirement pédocriminel, mais on a un terme choisi pour l'œuvre d'art qui est plus que problématique. Parce que le terme de soleil noir fait référence à un symbole occulte bien connu et qui était surtout bien connu des nazis. C'est un symbole reconnu du mysticisme nazi, créé, je vous la fais courte, par Karl Maria Willigut, qui était SS Brigade Führer durant la Seconde Guerre mondiale, juste avant la Seconde Guerre mondiale, l'un des piliers intellectuels de l'idéologie mystique nazie, qui est un sujet d'ailleurs qui me passionne, sur lequel je ferai bientôt une vidéo sur la boîte noire, tout l'aspect mystique du nazisme, où aujourd'hui, le discours s'accorde à dire que les nazis n'étaient qu'une bande d'affreux personnages assoiffés de sang qui ont renversé le cours de l'Europe alors qu'ils étaient complètement idiots. Et c'est tout le problème, c'est qu'il faut voir le mysticisme nazi qui a motivé des millions de gens à soutenir ce courant mortifère, ce projet politique mortifère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé les nazis et leurs sympathisants ? Quels sont les symboles que l'on retrouve et que l'on retrouve encore aujourd'hui à travers le Troisième Reich ? C'est un sujet spécifique, très compliqué, que l'on peut aborder dans la boîte noire. J'y viendrai dans une prochaine vidéo. Mais toujours est-il que ce terme de soleil noir, ce symbole de soleil noir, représente tout bonnement 3 svastikas, 3 croix gammées, mises dans le même sens. C'est un symbole que l'on retrouve d'ailleurs dans le château de Wewelsburg en Allemagne, qui était un haut lieu de la SS nazie, un symbole qui était gravé à même le sol, si vous voulez. Donc pour vous dire qu'on n'est pas sur un hasard d'un symbole qu'on retrouve de temps à autre chez les nazis. Symbole qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a été repris par le fameux bataillon Azov néo-nazi que l'on retrouve dans l'armée ukrainienne contemporaine, voilà, d'aujourd'hui. Mais là, il n'y a pas de problème. Donc il faut quand même se poser la question sur la présence contemporaine de ce symbole. J'y reviendrai dans une future vidéo. Pour être le plus complet possible sur ce terme de soleil noir, il faut rappeler qu'il se réfère également à un alphabet runique, désignant Sol, donc qui est une personnification du soleil dans la mythologie nordique. Le logo, le symbole soleil noir est une répétition à 12 reprises du caractère Sowilo. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la thématique. Donc on a plusieurs références. On a le mysticisme nazi, mais on a également la mythologie nordique, pour être le plus complet possible sur les différentes possibilités d'interprétation de ce symbole. Donc, vous voyez qu'on a quand même une certaine couche de problèmes. On a vraiment, par rapport à ce qui n'est au départ qu'un tapis, le choix des Macron interroge lorsque l'on sait tout ça et que l'on met tous ces éléments sur la table. Mais on va aller encore un petit peu plus loin, parce qu'après tout, on peut se dire... Peut-être que personne n'était au courant que Claude Lévesque était une ordure terrible et un pédocriminel notoire. Et le problème, c'est que si.
Un article du Monde qui nous dit, comme d'habitude, un grand classique, concernant les faits reprochés à Claude Lévesque, je cite, « Tout le monde savait », et un petit peu plus loin, on parle d'une omerta au nom de l'art. Comme d'habitude, dans ces faits pédocriminels ou ces faits criminels dans nos élites, tout le monde le sait, mais tout le monde se tait. Et quand il est trop tard et qu'on est obligé de lâcher le dossier et de lâcher le bonhomme qui va avec, tout le monde libère sa parole histoire de se protéger. Donc tout le monde le savait. Dans ce petit milieu, tout le monde savait que Claude Lévesque était un pédocriminel notoire, connu et reconnu. Tout le monde le savait, et donc les Macron aussi. Comment pouvait-il ne pas savoir cela alors qu'il gravitait déjà dans des échelons assez élevés de la société française et donc parisienne? Comment les Macron ont pu passer à côté de reproches pédocriminels faits à M. Lévesque, M. Claude Lévesque, dont ils ont quand même choisi l'œuvre pour décorer une pièce de l'Élysée, et ce, devant les yeux de tous les Français. Comme je vous l'ai dit, le tapis a été filmé lors d'une interview présidentielle, diffusée à la télévision. Donc au moins, on est assez clair sur le fait que tout ça était assumé. Donc, ce qui est très intéressant une fois de plus, c'est que les soupçons de pédocriminalité apparemment ne dérangent pas les Macron. Vraiment, il n'y a aucun problème. On se rappelle cette déclaration révélée par Le Point du 28 novembre 2019, où Macron avait déclaré « Il me manque un Jack Lang ». Voilà, donc vraiment, voilà, quand il y a des soupçons de pédocriminalité sur des personnages connus de la société française, pour les Macron, on n'en a rien à foutre. On choisit leur œuvre, il faut un Jack Lang à Macron, dont on connaît d'ailleurs la proximité. Jack Lang Macron, qui était du voyage au Maroc en fin 2024, tout le monde s'en rappelle, dans le cortège présidentiel, Jack Lang était là en tant que directeur de l'Institut du monde arabe, donc tout va bien à ce moment-là. Alors, l'histoire de ce tapis ne s'arrête pas là, c'est qu'il a été retiré. Là, vous allez me dire, oh, merde, tiens, ils ont pris conscience d'eux, tu vois. Non, alors, pas vraiment. Il a été retiré en 2021, donc effectivement, au moment de l'explosion de l'affaire Claude Lévesque. RTL, dans un article du 28 janvier 2021, nous parle de la déclaration de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, qui avait évoqué le retrait du tapis. Elle avait dit ceci. Je suis pour que l'on se pose la question. D'ailleurs, un certain nombre de personnes l'ont déjà fait, ou de collectivités comme Montreuil, qui s'apprêtent à retirer les œuvres de Claude Lévesque. Pour ma part, je souhaite que dans les lieux publics, la question soit posée. Voilà. Donc, c'est ce qui avait entraîné en catimini le retrait de ce tapis, avec une ministre de la Culture qui prend quand même des pincettes pour nous dire qu'on va peut-être retirer les œuvres d'une saloperie de pédocriminels. Voilà. Voilà. D'ailleurs, des œuvres qui avaient été financées parfois par des organismes publics, des villes qui avaient payé Claude Lévesque, notamment Montreuil, pour des accrochages d'œuvres, de ces œuvres à lui, qui, comme je vous l'ai montré, ne sont pas flamboyantes. Mais donc, tout va bien. En fait, tout va bien. Tout le monde savait, mais différentes collectivités, différents organismes publics ont filé du pognon à ce bonhomme pour que l'on puisse admirer ses œuvres, et le couple présidentiel a choisi une œuvre pour décorer l'une des pièces de l'Élysée. Alors que, je le répète, tout le monde savait l'existence des soupçons de pédocriminalité autour de Claude Lévesque. Donc tout va bien, Madame la Marquise, si j'ose dire, et depuis, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Aucun média n'est trop revenu sur ces questions-là. On n'a pas fait de lien à nous expliquer que le couple présidentiel à l'Élysée avait clairement hébergé une œuvre pédocriminelle dans l'Élysée. Ça va. On a dit c'est bon. Le tapis a été retiré, il n'y a pas de problème. Donc apparemment, tout va bien là-dessus, les amis. Alors, pour finir cette vidéo, et vous sentez peut-être la colère qui m'habite, parce que vous savez que ce sujet de la lutte contre la pédocriminalité me tient à cœur, et la normalisation de la pédocriminalité, c'est aussi cela. On traite cela comme des faits divers. Claude Lévesque aurait pu voler une bagnole, que les médias et la société ne se seraient pas retournés davantage contre lui. Mais ce qui est très intéressant à observer, et on ne le dira jamais assez, c'est la pédocriminalité d'atmosphère qui règne autour des Macron. Moi je veux bien, évidemment, vous connaissez la maison, on est dans la ligne juste milieu. On essaie d'être nuancé, d'être intelligent lorsque l'on commente l'actualité. Je veux bien que l'on ne parle pas à chaque fois du détournement de mineurs dont a été coupable Brigitte Macron. Femme ou homme, on s'en fout. Pour moi, le vrai problème, c'est que vous avez un couple présidentiel dont le mari a été détourné étant mineur. Il avait 15 ans ou 14 ou 16, c'est selon les médias. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que Brigitte Macron en avait 39 et que c'est une relation qui est prescrite par la loi, qui est proscrite, pardon d'ailleurs même, qui est interdite, et tout va bien. Les médias nous ont fait gober ça en nous disant que c'était parfaitement normal. Aujourd'hui, on retrouve autour des Macron des gens comme Jack Lang, on voit cette œuvre de Claude Lévesque,
Et c'est précisément ce que j'appelle la pédocriminalité d'atmosphère. C'est que même sans vouloir à chaque fois taper sur les Macron et mettre en avant l'aspect pédocriminel de leur relation, vous avez beaucoup de choses qui nous y ramènent, à chaque fois, sur des relations, sur des œuvres d'art, sur ce genre de comportement. Vous avez des choses qui nous y ramènent et qui, à mon avis, plus que jamais, devraient nous interroger et nous alerter. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur ce tapis scandaleux d'Emmanuel Macron. On va se retrouver, bien évidemment, dans une semaine pile poil, et je peux d'ores et déjà vous dire, j'ai noté, tout est préparé, tout est calibré, nous parlerons de Viktor Orban, mais pas comme les médias en parlent. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine pile poil, les amis. En attendant, surtout, prenez soin de vous, gardez la banane, et je vous embrasse.